c'était l'un des hommes les plus controversés de toute l'Italie. Après avoir vendu des aspirateurs et chanté sur des bateaux de croisière pour payer ses études, Silvio Berlusconi a accumulé la plus grosse fortune du pays avec un patrimoine estimé à plus de 12 milliards de dollars. Et ce, sans aucun capital de départ. Pourtant, cet homme, qu'on appelle Il Cavaliere ou encore Papi, n'a pas uniquement bâti un empire financier. En fait, il est allé jusqu'à prendre le contrôle entier de l'Italie, grâce à son sens des affaires, mais aussi grâce à ses alliances obscures avec la mafia. Dans un pays où la corruption, la violence et la mafia régnaient en maître, il a su naviguer dans les eaux troubles pour se frayer un chemin jusqu'au sommet du pouvoir, jusqu'à complètement changer le quotidien des Italiens malgré eux, et même des Européens. Notre société est marquée par l'existence de certaines personnes qui ont décidé d'avancer sans compromis, jusqu'à bouleverser la vie de leur ville, de leur région, voire du monde entier. Des gens dont on ne parle pas toujours en bien, comme des politiques ou des entrepreneurs, mais qui ne laissent personne indifférent. Je m'appelle Patrick Robetti et à travers ce format, j'ai décidé de mener l'enquête pour vous révéler quelques facettes de ces personnalités hors normes. Alors sans plus attendre, bienvenue dans la folle histoire de Silvio Berlusconi. La ville de Milan connaît un mois de septembre assez doux lorsque le petit Silvio Berlusconi voit le jour en 1936. Sa mère, femme au foyer, passe ses journées à attendre son père. Celui-ci, qui s'est réfugié dans le canton de Berne durant l'occupation allemande, commença à travailler dans la Banca Rasini. Vous verrez d'ailleurs que cette banque a joué un rôle dans l'ascension de Silvio. Mais nous y reviendrons dans quelques minutes. Car l'Italie dans laquelle naît Silvio Berlusconi est en train de vivre l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Avec Mussolini au pouvoir, le pays, devenu fasciste, exerce un contrôle sévère sur le peuple. Entre interdiction de l'émigration et nationalisme à outrance, Silvio se retrouve, malgré lui, influencé par l'âme italienne. Un sentiment d'appartenance nationale exacerbé avec la présence des fascistes. Au sortir de ses études secondaires, il entame alors un cursus en droit à l'université de Milan et doit se débrouiller pour payer ses études. C'est ainsi qu'il se retrouve à faire du porte-à-porte pour vendre divers produits électroménagers comme des aspirateurs ou encore des brosses électriques. Et quand il ne déambule pas dans les rues de sa ville, il part chanter et animer des croisières de luxe sur la Méditerranée. Un petit jet d'eau, une station de métro, un touré de bistrot, brigade. Pourtant, personne ne se doute un seul instant que derrière ces petits boulots se cache en fait un homme aux ambitions démesurées, une soif de pouvoir qui s'apprête à transformer le pays qu'il a vu naître. Et pour bien comprendre d'où vient cette soif de pouvoir, plongeons dans l'état de l'Italie à ce moment-là. Mussolini meurt en 1945 et le parti fasciste tombe avec lui. Dans les années 50, le pays entre alors dans une mutation sans précédent. La Seconde Guerre mondiale a beaucoup fragilisé le territoire et comme partout en Europe, il est temps de se reconstruire. On entre alors dans ce qu'on appelle le miracle économique italien, une période ultra prospère pour le pays sans égal sur le continent. Ici, le futur a déjà commencé. C'est bientôt le meilleur des mondes. Milan fait envie aux Américains qui l'ont baptisée la fabuleuse, la ville des autocrates et des forces gigantesques. L'Italie, autrefois rurale et agricole, devient un pays industriel et urbanisé. Les villes construisent des bâtiments à foison, l'État découvre de nouvelles sources d'énergie et relance toute son industrie. On voit ainsi la production automobile et de textiles augmenter de respectivement 89 et 67%, avec l'avènement des marques comme Fiat, Ferrari ou encore Benetton. Cette transformation, Silvio la suit de très près, car depuis l'université et les bateaux de croisière dans lesquels il cherche à se faire un peu d'argent, il se donne l'objectif de devenir l'homme le plus riche et le plus influent du pays. Abreuvé à la propagande mussolinienne dans sa plus tendre enfance de par la rhétorique de son dirigeant qui savait parfaitement appuyer sur les points de douleur du peuple, convaincu que l'Italie a un rôle à jouer sur la scène internationale. Il veut voir le pays rayonner à travers le monde et rayonner avec lui. Problème, le jeune homme ne sait pas comment y parvenir. Mais il voit vite qu'un nouveau pouvoir se développe dans ce pays en pleine reconstruction. Un pouvoir qui est en train de prendre une place centrale dans le développement économique et politique italien, la mafia. La mafia italienne, aussi appelée la Cosa Nostra, s'en est mis plein les poches en profitant de l'émergence du marché noir et de l'anticommunisme après la guerre. Selon les estimations, le groupe mafieux générait à lui seul plusieurs milliards de lire par an au début des années 60, principalement grâce au trafic de drogue et au blanchiment d'argent avec la complicité de certaines banques italiennes. Et l'influence mafieuse s'étendait de plus en plus, que ce soit dans le sud de l'Italie ou dans les grandes villes du nord comme Milan, la ville qui a vu grandir Silvio Berlusconi. Ses membres commencent même à infiltrer le pouvoir politique en nouant des relations avec des politiciens qui leur offrent un pouvoir sans précédent. Et c'est au milieu de cette double dynamique entre croissance économique et expansion de la criminalité organisée que le jeune étudiant va commencer à tisser des liens.
En 1961, la vie de Silvio change lorsqu'il fait la rencontre de Marcello Del Utri, l'homme qui aura le rôle le plus important dans sa carrière. Marcello ne sera pas seulement le bras droit du jeune Italien, il sera aussi celui qui lui ouvrira les portes des relations avec la mafia. Mais n'allons pas trop vite. À 25 ans, Silvio devient officiellement entrepreneur en mettant un premier pas dans l'immobilier. Il n'en est pas encore convaincu, mais il sent que la pierre peut constituer un beau tremplin vers son objectif. Alors il fonde LD Nord SAS pour se lancer dans la construction d'une cité de près de Milan avec 18 bâtiments. Problème, il a besoin de financement. Et c'est là que vont naître les premières zones d'ombre de la vie de l'homme d'affaires. Son père le met en relation avec des prêteurs douteux par le biais de la Banca Rasini dans laquelle il travaille. Des prêteurs à l'origine de transferts importants opérés par une étrange société suisse immatriculée à Lugano, dont personne ne connaîtra jamais les réels propriétaires. Mais vous verrez dans quelques minutes que nous n'étions encore que dans la partie émergée de l'iceberg. En 1968, il enchaîne en créant la société LD Nord 2, avec laquelle il achète 712 hectares en périphérie de Milan pour plus de 3 milliards de lire, soit l'équivalent d'1,4 million de francs suisses. Son objectif ? Y construire un quartier destiné à accueillir plus de 10 000 Italiens. Silvio Berlusconi, 41 anni, quali sono gli obiettivi che si propone in Italia? Di contribuire alla soluzione del problema della casa realizzando dei grandi insediamenti per 10-20.000 persone. Pourtant, le projet est loin d'être un simple quartier. En réalité, c'est un écosystème, une ville à part entière avec ses propres infrastructures, ses propres installations sportives et de nombreux espaces verts, conçus pour offrir la meilleure qualité de vie possible aux habitants. Vous imaginez, il y a 50 ans, on pensait plutôt à industrialiser, à faire du volume et en aucun cas à personnaliser ou à faire que la qualité de vie soit mise en avant. C'était juste révolutionnaire. En somme, c'est une véritable Smart City 50 ans avant l'heure. Smart City financée par des fonds provenant d'une autre société suisse de Lugano, créée seulement 10 jours avant l'ouverture de l'entreprise LD Nord 2. Malgré le manque de transparence du projet que personne ne relève à l'époque, la ville est un succès immédiat avec plus de 1000 ventes d'appartements dans les mois qui suivent sa construction. Et pour le coup, rien n'a été laissé au hasard. Que ce soit les pelouses entretenues à la perfection, le lac central avec son jet d'eau et surtout le calme qu'on y retrouve en comparaison de la ville qui n'est pourtant qu'à 8 minutes de là, il met en place un système de déplacement triple pour les piétons, voitures et vélos plusieurs décennies avant l'heure. Viennent ensuite les écoles, le bureau de poste, le sporting club et même l'église. Berlusconi, tellement soucieux de donner le meilleur aux habitants, se rend lui-même sur le chantier toutes les semaines durant les années de développement du projet. Tout est pensé jusqu'au moindre détail. Berlusconi a su emprunter le bon chemin, réunir les connaissances nécessaires et employer les arguments convaincants, même s'il a eu recours à des stratagèmes. Par exemple, il a fait dévier les trajectoires de décollage des avions en partance de l'aéroport de Linate, pour qu'ils passent plutôt au-dessus de l'autre ville satellite de Milan à cette époque-là, San Felice, et que les acquéreurs de Milano 2 ne soient pas incommodés par les nuisances. C'est un coup de maître pour le jeune Italien qui voit soudainement sa notoriété se développer au sein de la région. Présenté comme un projet innovant, Milano 2 lui donne l'étiquette d'un promoteur audacieux, voire d'un précurseur, et assoit pour la première fois son image auprès du grand public qui reconnaît enfin son talent. Faut-il tricher pour réussir? C'est un peu la question que je me pose. Au bout d'un moment, quand on a des belles ambitions, de grandes ambitions, est-ce qu'on doit systématiquement passer du côté obscur? C'est vrai que dans l'immobilier, j'ai l'impression qu'il y a une zone grise qu'au bout d'un moment, on n'a pas le choix d'y aller pour pouvoir continuer à se développer, à grandir. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Mais comme vous vous en doutez, ce n'est encore que le début. Dans les années qui suivent, Silvio Berlusconi se concentre en priorité sur le développement de Milano 2 avant de préparer son prochain coup. Pour attirer toujours plus d'acheteurs, il fait construire des banques, des pharmacies et des petits commerces au sein de la ville. Il va même jusqu'à intégrer l'air conditionné dans les appartements et rajouter des piscines sur les toits. Et enfin, il active la phase suivante de son plan, celle où il pourra briller et dominer le monde de la télévision. Au début des années 70, la télévision est encore très peu répandue dans les foyers italiens. On ne compte que de chaînes publiques appartenant à la RAI, le groupe public derrière les chaînes nationales, et les infrastructures ne sont pas assez développées pour assurer une diffusion optimale. Sans compter que les Italiens qui ont accès commencent à s'en lasser. I programmi della televisione fanno schifo, non piacciono a nessuno perché sono tutte stupidaggini. E ci fregano le 10.000 lire alla fine dell'anno. Ma lei la vede la televisione? E come no, tutti i giorni. Alle 13 TG2 ore 13, alle 13.30 la seconda puntata del programma Intelligenza e Ambiente.
a cura del Dipartimento Scuola Educazione. Berlusconi sent donc qu'il y a un gros coup à jouer. À l'époque où personne ne prend la télévision au sérieux, Silvio est le seul à saisir le véritable potentiel de ce média. Il installe alors la télévision par câble dans les appartements de Milano 2 et lance une expérience à l'abri des regards indiscrets du gouvernement. Les chaînes nationales privées étant interdites à l'époque, il profite d'une faille juridique et de ses relations douteuses en inaugurant Tele Milano, une chaîne locale qui émet sur toutes les télés de la Lombardie comme s'il s'agissait d'une chaîne nationale. Il microcosmo di Milano 2 non poteva mancare un idoneo spazio per l'informazione. Accanto al sorgere di due periodici locali è sorta ed è in continuo sviluppo Tele Milano, la prima televisione milanese via cavo in adiacenza al parco giochi. Mais il sait qu'une chaîne locale risque d'avoir du mal à survivre à cause du manque de financement. C'est ainsi qu'il donne de plus en plus de caractéristiques nationales à sa petite chaîne locale, en ramenant notamment l'un des présentateurs phares de la RAI et en créant des émissions faites pour parler au grand public. Voir grand, c'était son atout majeur. Voir grand. Lei diventa campionessa, vince 4.300.000 lire. Silvio Berlusconi comprend très vite que ces formats plaisent aux Italiens et qu'avec la télé, il passe à la vitesse supérieure. Berlusconi, il a compris très vite que pour faire des recettes publicitaires sur un média, il fallait avoir du volume, de l'audience, le maximum d'audience possible. Et ce qu'il a fait, tout simplement des émissions grand public pour toucher le maximum de personnes. Ensuite, il a pu monétiser ça en ouvrant des espaces publicitaires qui ont attiré de beaux annonceurs. L'objectif de Berlusconi, c'était de lancer un groupe télévisé qui battrait la RAI, avec 3 chaînes d'un côté comme de l'autre. Rien de mieux pour attirer des annonceurs publicitaires prêts à payer cher et lancer l'expansion de son empire. J'ai vu que les annonceurs étaient prêts à investir, à condition que leurs spots publicitaires soient diffusés dans le pays tout entier, intercalés entre des émissions à succès. Au nez et à la barbe des politiciens. Ma queste decisioni politiche pesano in modo condizionante sulle scelte? Ahimè sì. Io sono qualunquista da questo punto di vista perché... Et c'est dans cette ascension que son vieil ami Marcello Del Utri refait surface afin de l'assister dans le développement d'El Nord. D'ami à assistant, il devient le bras droit de Berlusconi, renforçant leur partenariat à travers la société principale de l'homme d'affaires. Ensemble, ils continuent à étendre son empire immobilier et télévisuel en agrandissant la mainmise qu'ils ont sur le paysage médiatique. Tant qu'il n'y a aucune régulation pour le freiner, il accumule les contrats publicitaires. Et il le fait avec des modalités totalement innovantes. Il facture la publicité à un prix très bas. Mais en contrepartie, il demande aux annonceurs un pourcentage sur la croissance des ventes suite à la diffusion des spots. Voyant qu'à la même époque, l'influence de Silvio grandit à toute vitesse, son bras droit lui conseille d'engager un certain Vittorio Mangano afin de protéger ses enfants des ravisseurs qui voudraient lui nuire ou s'emparer de sa fortune. Mais Vittorio, qui est officiellement l'homme à tout faire de la villa où habite Berlusconi, et sa famille est en fait un intermédiaire entre le chef de la mafia et l'empire de l'homme d'affaires. Intermédiaire qui lui permet de prendre toujours plus de pouvoir dans le pays grâce à la puissance de la Cosa Nostra, de mener n'importe lequel de ses projets à bien. Una organizzazione importante che si chiama Publitalia, dove oggi ci sono più di 250 ragazzi che provengono dalle università italiane e sono quelli che si sono segnalati con i migliori voti e partendo da allora siamo andati a contattare tutti i grandi clienti. En 1977, Berlusconi est fait chevalier de l'ordre du mérite du travail, titre qui lui vaudra son surnom d'Il Cavaliere. Il crée sa holding en parallèle et devient actionnaire dans de gros groupes de presse comme Il Giornale, un important quotidien italien. Faut-il diversifier ses actifs? C'est la grande question quand on a une holding, qu'on commence à avoir plusieurs sociétés, plusieurs activités. Est-ce qu'il faut diversifier ses actifs? Alors moi personnellement, je pense que oui, diversifier, ça permet de sécuriser. Berlusconi, il a clairement réussi à monter un empire immobilier tout d'abord. Ensuite, il s'est dit il faut que je sois visible, donc il a créé un empire des médias, et dans les médias il y a clairement la télévision, mais il y a aussi les journaux, et clairement en se diversifiant là-dedans, s'il y a un média qui est moins visible que d'autres à l'avenir, il sera lui toujours visible, donc c'est hyper intelligent. Sans pour autant laisser de côté la télévision qu'il continue de révolutionner jour après jour, et ses anciens collaborateurs peuvent en témoigner. Ma mission consistait à affaiblir le succès de la RAI, qui était la chaîne majoritaire. Et pour ça, la seule solution, c'était la contre-programmation.
Il fallait choisir exactement le contraire de ce que faisait la RAI pour lui prendre des parts d'audience. La télévision est l'instrument de cette stratégie. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. En janvier 1978, Silvio Berlusconi adhère à la loge maçonnique secrète Propaganda Due dans le dos du grand public. Une loge maçonnique illégale qui réunit d'anciens ministres et autres hommes d'affaires au nom de la lutte anticommuniste. Et prévoit de prendre le contrôle de l'État italien. Pour le gouvernement, qui a interdit l'existence des loges secrètes à cause de leur poids politique, la situation est inadmissible. Une perquisition a donc lieu chez l'un des membres et le nom de Silvio Berlusconi figure sur la liste. Il n'en fallait pas plus pour que le scandale éclate. Une partie du peuple italien se détourne définitivement de lui après s'être senti trahi, et la justice s'empare de l'affaire. Après avoir nié fermement toute appartenance avec l'organisation, il finit condamné pour la première fois de sa vie, avant d'obtenir une prescription juridique qui le sauvera in extremis. Même s'il échappe belle cette fois-ci, l'affaire qui éclate en 1982 aura beaucoup plus d'impact sur sa carrière. En 1982, l'affaire Calvi secoue le pays entier. Le président de la Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, est retrouvé mort sous un pont londonien après que la mafia ait cherché à s'en débarrasser. Une révélation tombe dans la foulée. Il était aussi membre de la loge maçonnique dont Berlusconi faisait partie. L'affaire révèle très vite un réseau complexe de blanchiment d'argent impliquant des figures de la mafia comme Pippo Callo et le mafieux meurtrier Vincenzo Casillo, ainsi que des hauts responsables politiques comme Paul Marcinkus. L'homme d'affaires, bien que lié directement à Calvi et à la loge maçonnique, parvient à se distancer de l'affaire. Mais l'Italie, qui n'est pas dupe, commence à s'interroger sur la véritable nature de son pouvoir. Dans toute activité, lorsqu'on a du succès, les personnes qui nous regardent se divisent en deux catégories. Il y a ceux qui nous admirent, qui nous respectent, et il y a ceux qui vont toujours chercher la petite bête, qui vont se dire, ben voilà, où est-ce qu'il a triché pour réussir? Ça s'appelle plutôt de la jalousie. Donc moi, je suis plutôt partisan, comme Berlusconi, de faire les choses, d'avancer, de construire, de réaliser, et voilà. Après où ça se discute, c'est est-ce qu'il faut passer dans la zone grise, est-ce qu'il faut même franchir la ligne pour continuer à réussir? Donc si c'est pour le bien-être de la communauté, pourquoi pas, ça se discute. C'est clair, si c'est pour un enrichissement personnel, là, clairement, la réponse pour moi, elle est non. Donc voilà, à vous de juger. Pendant ce temps, il profite du succès de ses différentes entreprises pour acheter toujours plus d'actifs, notamment de grosses chaînes télé italiennes, Italia 1 et Rete 4. Puis à la fin de l'année 1985, au détour d'une interview sur un plateau télé, il annonce la suite de son plan. Qualcosa che lei vuol dire e che io non le ho chiesto. Vede che dietro di me c'è una pianta dell'Europa che è la nostra prossima avventura. Abbiamo fatto qualche cosa prima di oggi, adesso dobbiamo dare gli esami sulla televisione per la Francia, sulla televisione per la Spagna, su una società di programmi europea per poter fare dei programmi che si possono confrontare sul mercato internazionale con i programmi americani. L'année suivante, il lance la 5 en France qui sera suivie d'une chaîne allemande. Depuis quelques secondes, je suis heureux de déclarer officiellement ouvert la 5. Bonne chance, la 5. La 5, ça va être super. La 5, c'est classieux. Puis d'une chaîne espagnole. Hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí. Hoy, 25 de diciembre de 1989. Son but, développer les chaînes commerciales dans toute l'Europe. Et pour maximiser les recettes liées aux annonces publicitaires, il construit les émissions de sorte qu'elles soient adaptées aux publicités. Une révolution pour toutes les chaînes européennes qui faisaient l'exact opposé jusqu'ici. Mais pour asseoir toujours plus sa domination, l'homme d'affaires ne s'arrête pas là et décide de sortir du domaine médiatique pour aller chercher l'argent là où on ne l'attendait pas, en achetant le plus grand club de football de la ville de Milan, le Milan AC. Berlusconi avait toujours voulu être président de l'AC Milan. Il en rêvait déjà dans les années 1970, bien avant sa réussite. Il avait senti qu'être à la tête d'une grande équipe offrait un outil de communication et une proximité avec le public. Ça permettait de toucher le cœur des gens. L'année précédente, le club a frôlé le dépôt de bilan. Il vient tout juste d'être relégué en Série B et ses joueurs sont de plus en plus démotivés. Silvio espère bien profiter de l'occasion pour lui donner un second souffle. Motivé au départ par l'envie d'élargir son empire et son amour du football, il va tout changer au sein du club. Dès les premiers mois, il informatise la vente des billets, réévalue tous les salaires et investit plus de 100 milliards de livres, soit 49 millions de francs suisses, pour le moderniser. Il va même dénicher Arrigo Sacchi, un entraîneur inconnu du public, pour révolutionner le jeu de l'équipe. Et très vite, les résultats sont là. Ancelotti, destro, gol! Grandissimo gol di Ancelotti! Cross, Gullit!
destro, gol, gol, stupendo gol di Ronzulli. Le club renaît de ses cendres et va connaître la plus belle ascension de son histoire. 6 championnats d'Italie, 3 Ligues des Champions, 4 Supercoupes d'Italie, 3 Supercoupes d'Europe gagnées, et ce en à peine 10 ans. Il battra même le FC Barcelone 4-0 lors de la finale de la Ligue des Champions en 1994. Les supporters du club à travers l'Italie et même à travers l'Europe sont fous. Ah, le Milan AC, pour moi c'est le meilleur club du monde depuis toujours. Je suis fan absolu depuis que je suis tout petit. Gullit, Rijkaard, Van Basten, vous imaginez ce qu'il a réussi à réunir des joueurs incroyables au Milan AC. Ils ont eu beaucoup de titres, beaucoup de succès et c'est fut franchement pour moi une période incroyable. Donc bien joué Berlusconi. Berlusconi réussit à propulser le Milan AC sur la scène internationale alors qu'il était voué à l'échec. La consécration ultime pour le petit Italien qui rêvait de voir son pays rayonner à travers le monde depuis ses bateaux de croisière quelques décennies plus tôt. En pleine euphorie, il renforce sa mainmise sur les médias en acquérant Mondadori, le plus gros éditeur italien, grâce à la complicité d'un magistrat corrompu. Puis il devient également le premier producteur et distributeur de cinéma du pays, en contrôlant la société Medusa par l'intermédiaire de son groupe. Et c'est ainsi qu'en plein milieu des années 90, à une époque où la guerre froide s'achève et où les juges s'attaquent de plein fouet à la mafia, que Silvio Berlusconi atteint enfin l'objectif qu'il poursuivait depuis plus de 30 ans. Berlusconi adorait le pouvoir et il était persuadé de réussir à secouer le pays. Un jour, il m'a proposé de m'emmener dans son jet privé. Alors qu'on survolait Milan, il m'a dit « Ça, c'est l'Italie, c'est mon pays », en montrant le paysage. Et il a ajouté « Et moi, maintenant, je suis l'homme le plus riche d'Italie. » Mais à ce stade, une question reste en suspens. Sans ses alliances obscures et ses liens avec la mafia, Berlusconi n'aurait jamais pu mener à bien le projet Milano 2. Il n'aurait jamais pu bouleverser le secteur médiatique non plus, et encore moins acquérir l'un des premiers clubs du pays en détresse pour lui donner la gloire qu'il n'avait jamais eue. Autrement dit, sans ses alliances obscures, Silvio Berlusconi n'aurait probablement jamais construit le projet de Smart City avant l'heure, jamais produit les émissions qui ont diverti les foyers italiens durant des décennies, jamais contribué au moment de joie qu'ont vécu les fans de football durant l'ultime ascension du Milan AC. Alors, si l'homme d'affaires était resté dans les clous et qu'il n'avait pas transgressé les règles depuis ses premiers pas dans l'entrepreneuriat, qu'aurait-il accompli? Aurait-il réussi à transformer l'Italie et la vie de son club comme il l'a fait? Plus d'un an après sa disparition, personne ne peut affirmer clairement quels ont été ses liens avec la mafia ni la véracité des crimes qu'il a pu commettre. Pourtant, l'ombre de Silvio Berlusconi continue de planer sur l'Italie de par les changements profonds qu'il a opérés. Silvio Berlusconi, je le mets dans le même panier que d'autres entrepreneurs ou personnalités publiques comme Trump ou encore Bernard Tapie. Ces personnes, elles ont beaucoup parlé, elles étaient très ambitieuses, mais elles ont surtout réalisé. Elles n'ont pas fait que de parler, elles sont passées à l'action et elles ont réalisé de belles choses, de grandes choses. Donc, la bonne question, c'est est-ce qu'il faut parler, ne rien faire, ou est-ce qu'il faut parler, faire, quitte à déranger un peu, quitte à passer dans la zone grise? Je vous pose la question. Changement qu'il a opéré de par sa capacité à jouer à la limite de la légalité, sans jamais se laisser coincer. Et malgré tout, jamais, au grand jamais, les Italiens ne pourront l'oublier. Il était la référence en matière de football, donc de sport, de politique, de monde des affaires, et je pense qu'il a donné beaucoup de leçons, même à ceux qui étaient vraiment contre ses opinions politiques, qui sont évidemment discutables. Je pense que son message était celui de la liberté. Liberté, qui est d'ailleurs à l'origine d'un des entrepreneurs les plus marquants de l'histoire. Entrepreneur qui est devenu l'un des hommes politiques les plus influents, mais aussi les plus controversés du monde de l'autre côté de l'Atlantique. Un entrepreneur qui a lui-même utilisé l'immobilier pour parvenir à ses fins et bouleverser le monde à un tout autre niveau. Je vous parle évidemment de Donald Trump. Si vous souhaitez découvrir l'histoire folle de son parcours dans l'immobilier, cliquez juste ici. C'était Patrick Robetti et je vous dis à très bientôt pour une prochaine enquête.